102.3, j'adore. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Point 7. Le Point 7 pour le compte de cette semaine qui, ma foi, aura été dominée par cette actualité de ces 112 dernières heures. C'est bel et bien le bateau Bloc républicain qui prend de l'eau, qui prend de plus en plus d'eau et les habitants prennent le large. En langage direct, on dira que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est partie ou a mis un point de suspension à sa participation au sein de cette structure, cette formation politique. Julien Kitty, bonsoir. Bonsoir Peggy Ludovic Dagba, bonsoir à tous les amis auditeurs. En plus de cette actualité, c'est les bureaux, j'allais dire, de nos fêtières, les fêtières des médias. Je veux parler du CNPA et de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui donc procèdent à leur mue. Les bureaux sont en train de se renouveler. Déjà, au niveau du CNPA, on a eu le président Évariste Khodonou qui a été reconduit avec de nouveaux membres, notamment en son sein. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu quelques difficultés qui ont conduit le bureau devant le tribunal de première instance de Cotonou, et la décision, tout le monde la connaît, c'est la réintégration des exclus, c'est se retrouver pour construire la maison ensemble. Et le dernier congrès, on va dire la dernière assemblée générale élective, a consacré ce renouvellement-là. Yves-Patrick Loco, bonsoir. Bonsoir Pédi Ludovic Dagba, bonsoir aux auditeurs de Diaspora FM. Vous nous revenez comme ça avec beaucoup de plaisir, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on ne vous a plus eu sur l'émission. À quoi est due cette distance Quelques soucis de calendrier, mais je crois que tout va se remettre en ordre par la grâce de Dieu. Alors, très rapidement, ce sujet concernant les fêtières, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Le maintien de l'ancien président du bureau du CNPA. Oui, vous parlez de Évariste Khodonou qui a pris la tête, qui a pris les rênes du CNPA, du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, et qui a rempli notamment la semaine écoulée, malgré toutes les dissensions qu'il y a eu au sein de ce creuset, au sein de cette fêtière. Vous l'avez rappelé, ils sont allés jusqu'au tribunal où une décision a été rendue, mais le processus est en cours, puisque une décision rendue en première instance est susceptible de recours en deuxième instance, et même voire jusqu'en cassation. Donc ce n'est pas substantif, je crois bien, des activités. Donc c'est pour ça que le CNPA a procédé au renouvellement de son bureau directeur. Ceux qui étaient là ont pu accorder à nouveau leur confiance à Évariste Khodonou, qui reprend les rênes du CNPA. Mais est-ce que pour autant le problème est fini? Parce que on a pu lire dans la presse, notamment il y a une semaine, vendredi dernier, que certains ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on va assister à un bureau bis du CNPA? On ne sait pas ce que nous réservent les jours à venir. Et toujours est-il qu'on constate que tout le monde n'est pas représenté au sein de cette instance, au sein de ce bureau directeur du CNPA. Vous aurez dû constater que l'audiovisuel public
par exemple, l'ORTB, je veux dire, qui est souvent membre de ce bureau-là, n'y est pas. On a constaté, il y a certaines sensibilités qui ne sont pas au sein de ce bureau. C'est vrai, on ne doit pas mettre tout le monde dans un bureau. Un bureau est là pour être représentatif de tout le monde, mais on a de grands absents. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On ne le sait pas. Encore que les dissidents, si je peux les appeler ainsi, sont encore vent debout. Certains parlent même de contestation. Voilà, certains supposent qu'il faut rebattre les cartes, aller à une autre élection. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On attend véritablement la suite pour savoir ce qui va advenir du CNPA, la fêtière des patrons de presse au Bénin. Alors, Yves-Patrick Loko, vous le disiez tantôt, le TBI qui est un des grands absents du bureau, mais pourquoi faire, comment dirais-je, ancrage sur cette absence de l'ORTBI dans le bureau? Est-ce que l'office est appelé à être tout le temps dans les bureaux? Pas forcément, parce que vous savez, le CNPA, c'est un regroupement de patrons, et puis qui dit patron de presse dit aussi bien du secteur public que du secteur privé. Et l'habitude qui s'imposait, c'est que depuis le tout premier bureau du CNPA dirigé par Issa Badarou, on a constaté que toutes les sensibilités étaient, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas encore les patrons des médias numériques. Je veux parler des web TV, des médias en ligne, par exemple. Avec le temps, ces patrons-là ont intégré le bureau du CNPA, même si ils ont leur organisation à part. Donc je ne fais pas un focus, c'est juste une remarque que je fais pour dire que toutes les sensibilités ne sont pas dans ce bureau. Est-ce que je ne suis pas là comme porte-parole? Est-ce que les gens n'ont pas voulu y aller? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est le constat, c'est ce que je constate en tant qu'observateur quand même du monde médiatique béninois depuis quelques années. Peggy Ludovic Dagba. Je reconnais volontiers quand même que l'ORTBI, ça fait plus de 1000 agents quand même. Sinon un peu moins ou un peu plus. Un peu moins. Et donc un poids réel. Un peu moins. Un peu moins. Donc un poids réel quand même sur l'échiquier médiatique béninois, et cela devait quand même, quoi qu'on dise, orienter certaines choses. Mais bon, aujourd'hui on le constate, c'est peut-être une première fois. On va ouvrir l'œil sur la suite, l'avenir. Julien. Sinon, avant, si vous permettez, avant Jules, il y a eu tout ce débat-là autour de la révision des tests des fêtières, c'est-à-dire l'UPMB et du CNPA. Des positions ont été données à l'époque. Il y a eu quelques passes d'âme au niveau de certains acteurs. Est-ce que c'est véritablement pour ça que des choses se sont passées ainsi? Je ne peux pas le dire, mais je constate que on a noté des absences, et que d'un autre côté, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et je ne suis pas du CNPA, je ne suis pas patron de presse, mais je constate que, en fait, les langues se sont déliées juste au lendemain de cette reconduction de Évariste Rodolon à la tête du CNPA. Eh bien, il faut quand même le dire, il faut le rappeler, même avant la reconduction du président Rodolon, au cours de la refonte des tests, on a entendu de manière particulièrement véhémente le syndicat de l'ORTB vraiment revendiquer un certain nombre de choses, surtout par rapport au poids que représente l'office sur le plan médiatique au Bénin. Julien Kitty, est-ce que vous avez été quelque peu charrié par cette absence quand même de l'ORTB dans le tout nouveau bureau du CNPA? Non, la nuance avec moi, c'est que
ce n'est pas spécifique à cette assemblée générale du CNPA qui intervient dans un contexte particulier, qui déchaîne d'autres passions, d'autres étreintes qui sont bien loin de la question de la présence des acteurs, des représentants du service public, des médias dans ces organisations syndicales ou ces fêtières-là. Le problème s'est toujours posé, que ce soit par rapport à l'UPMB, que ce soit par rapport au CNPA. Bon, je comprends que Patrick Loko n'ait pas perdu de vue cet aspect de la question, parce que étant en position de connaître, voire de défendre des intérêts du service public qui est en position de travail aujourd'hui. Sinon, la question, c'est de savoir est-ce que, globalement, les associations professionnelles, CNPA, UPMB et tout le reste, est-ce qu'elles ne sont pas nées dans une dynamique de revanche ou bien d'affirmation de ce leadership de la presse privée béninoise face au service public qui était déjà quand même plus ou moins organisé parce que étant sous la coupole de l'État. Tout ce qui a été fait au niveau de l'État par rapport aux médias publics, c'est juste de les considérer comme des offices, d'avoir peut-être un statut particulier pour eux, mais tout compte fait, il reste des agents de l'État qui travaillent là-bas. Qu'est-ce qui amène des associations, des professionnels d'un domaine à se mettre en syndicat? C'est pour défendre leurs intérêts. Alors, il se fait que dans le fonctionnement de la presse chez nous, les acteurs de la presse privée, au-delà des questions purement techniques relevant des aspirations d'un journaliste à accès aux sources d'information, jouissance de la liberté d'expression, de la liberté d'association et autres, ou protection pour l'exercice dans l'exercice de ces fonctions, ce qui relève du statut du journaliste, ce qui relève de son traitement salarial, ce qui relève de sa condition sociale et tout, le journaliste du privé et celui du public n'avaient pas les mêmes problèmes. Je ne sais pas si ils continuent pas à avoir les mêmes problèmes. Ils continuent d'avoir les mêmes problèmes. Non, écoutez, quand vous prenez un organe de presse un organe de la presse privée aujourd'hui, par rapport à celui qui travaille dans le service public, ils n'ont pas les mêmes soucis de salaire à la fin du mois. Tout à fait. Disons les choses telles que ça. Mais est-ce que pour autant, on ne devrait pas pouvoir trouver les passerelles, suffisamment de passerelles pour que nous puissions défendre les mêmes causes? Est-ce que si l'élément, le journaliste du service public, le professionnel des médias du service public, pour qui les bonnes conditions de travail ne se limitent pas à un salaire qu'il gagne à la fin du mois, qui lui est payé un 20 ou 25, encore faudra-t-il que le salaire ressemble à ce qu'il devrait gagner. Ensuite, il ne suffit pas d'être dans le service public. C'est même parfois, quand on est dans le service public, qu'on a parfois des problèmes de liberté un peu plus pointus. Et si les acteurs du privé étaient avec ces gens du public-là, est-ce qu'ils ne seraient pas plus forts? Ensuite, quand le service public peut soutenir le secteur privé, est-ce qu'ils ne seront pas plus forts? Ensemble, on est toujours plus forts. Mais j'ai observé que toutes les associations qui sont mises en place, le lead a souvent été pris par les acteurs de la presse du privé. Et du coup, ceux qui sont du service public aussi, qui ont leur syndicat maison, d'accord, affiliés à des centrales syndicales. Ils se comportent aussi un peu comme si, ils n'ont pas besoin de ces associations. Donc, après, les autres commencent par se tromper en se disant, j'ai entendu des gens dans la crise de l'UPMB, par exemple, se permettre de dire, oui, mais les gens du public, s'ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas, on ne veut pas, non. Je pense que la profession reste la profession. C'est comme la profession d'un médecin. Qu'il travaille pour l'État ou qu'il travaille dans le privé, c'est un médecin. Pour moi, quand je regarde un journaliste du service public, je n'ai pas l'impression qu'il est autrement journaliste que moi, ou il est moins journaliste que moi, ou que je suis moins journaliste que lui. Parce qu'au bout du rouleau, le travail du journaliste est comme le travail d'un artiste. Écoutez, vous dites que vous êtes un artiste chanteur, ce n'est pas de l'avoir proclamé qui m'amène à penser que vous l'êtes.
c'est quand vous êtes sur scène et je constate que vous chantez bien, vous chantez juste, et c'est ce qui nous est... les questions de formation du journaliste, par exemple, est-ce que c'est parce que vous êtes du public ou du privé que vous êtes bien formé, ou vous êtes professionnel ou pas? Non, pas du tout. Au niveau du CNPA, le CNPA a ses problèmes. D'abord, c'est comme ce qui est arrivé à l'ODEM. Vous avez des gens qui s'accusent d'autres questions de gestion. Et puis, toutes les fois qu'il y a un bureau qui s'installe, on ne finit pas son mandat sans que le président ne soit accusé de gestion solitaire, clanique et tout. Et puis, ça saute à l'œil que les présidents qui se suivent aussi se comportent exactement comme le font certains acteurs politiques qui estiment qu'une fois qu'ils prennent la position de président, il faut qu'ils regardent les autres de haut. Et les autres aussi, quand ils veulent attaquer celui qui est en fonction, c'est de façon à donner l'impression qu'il ne s'agit pas d'un regroupement de journalistes ou de patrons de presse. Parce que ceux qui sont patrons de presse aujourd'hui, quelle est la différence avec les journalistes que vous retrouvez à l'UPMB? C'est juste eux qui se sont permis de créer un journal. Et la création du journal est déjà tombée aussi, excusez-moi d'être cru, est tombée un peu dans les caniveaux aussi, ce qui fait qu'on a corsé les conditions ces dernières années. Mais donc, je ne sais pas si par le passé, l'UPM et le CNPA s'est retrouvé au tribunal comme ça pour des questions liées à la gestion interne. Le bras de fer juridique ou judiciaire a été assez rude. J'ai pris quelques informations, je ne suis pas allé dans le fond des dossiers, mais ils ont fait un procès en bonne et due forme. Un procès où ils se sont affrontés. Et alors, une décision a été rendue qui condamne le président Rodonu, c'est Rodonu, hein, oui, Evariste, pour avoir arbitrairement, si je puis parler ainsi, suspendu des membres et pour avoir pris certaines décisions sans concertation. Mais comme Yves-Patrick Loko l'a dit, entre-temps, des décisions qui devraient être prises par l'Assemblée générale, ou je ne sais pas si c'est du Congrès qu'il parle là-bas, et qui ont été prises par le président, ce qui lui a été reproché. En temps, il y a eu une assemblée générale. Alors, à l'étape actuelle des choses, mes informations ne me permettent pas de savoir si la décision de justice dans son contenu rend caduque ou nul et de nul effet tous les actes posés par la personne morale, donc l'UPM et le CNPA, avant la tombée de cette décision-là. Et mieux, la décision elle-même, il a dit tout à l'heure, reste encore une décision en première instance. Il faut donc vider les périodes d'interjection d'appel. Et tout ça, ça fait un imbroglio. Et j'ai l'impression que l'Assemblée générale qui a été organisée participe beaucoup plus de la stratégie de guerre juridico-professionnelle que de l'avenir du souci de ramener la cohésion, l'unité au sein de... Parce que ça a été présenté pour quelques débats que moi, par exemple, j'ai voulu instaurer un débat sur un forum WhatsApp dont je suis administrateur, où j'ai vu quelqu'un écrit un article qui dénonce l'Assemblée générale à l'issue de laquelle Evariste Rodonu a été plébiscité, et après un autre confrère, Tougan, qui réagit vertement. Alors, j'ai voulu instaurer le débat et des gens intervenaient. Et c'est là, je me rends compte que les intérêts, les choses qui opposaient les gens étaient au-delà de ce qu'on observe. Ensuite, le débat du point de vue juridique s'est posé. Certains qui estiment que la décision de justice ne touche pas le fonctionnement du patronat, mais est-ce que du point de vue de la légitimité, est-ce que si on a le souci de ramener la barre à la terre et que les différentes parties se mettent ensemble pour le bien de la profession, est-ce qu'on avait besoin de faire une assemblée générale avant? Mais
est-ce que c'est une faute de la part des gens de l'avoir fait? Je ne sais pas. Mais dans l'absolu, ce n'est pas la profession qui gagne. Dans l'absolu, c'est le CNPA qui descend... Qui perd des plumes. Qui descend de lui-même, de son piédestal. Il n'est pas descendu de son piédestal. J'espère qu'il n'est pas fragilisé. Non, il était déjà fragilisé. Il descend de son piédestal. Donc c'est la descente aux enfers. Et je ne sais pas s'il sera fracassé. Donc il faut que, comme il le dit, dans une autre dynamique, les gens s'asseyent pour se dire on doit être ensemble. Parce que ceux qui ont gagné le procès face à Évariste qui va organiser son assemblée générale, qui installe un autre bureau, ceux qui sont dans le bureau ils sont des patrons de presse et ils ne sont pas tous forcément partisans de la destruction de la profession. Donc tous estiment qu'ils veulent du bien pour la profession. Est-ce que celui qui a été élu honnêtement, d'accord, membre à un poste dans le bureau, le nouveau bureau, est-ce que demain on doit remettre en cause son élection parce qu'il y a un procès qui n'est pas terminé, parce qu'il reste la période d'appel? Mais au même moment, on peut faire le débat en disant, mais est-ce que c'est catholique? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est constructif que de faire cette assemblée générale? Pourquoi pas ceux qui sont dissidents? Même la condamnation qui a été faite à Évariste, où on lui demande de payer 20 millions au requérant de faire ci, de faire ça. Il a agi en tant que président du CNPA. Même si la justice réussissait à trouver la parade pour que ce soit sa personne qui paye ces dommages-là. Est-ce que la profession gagne en cohésion, en dynamique constructive, quand Évariste Cotonou sera en train de payer 20 millions... Vous faites du commentaire d'arrêt. Hilarion Kenyon en train de payer ça à Achille Rossino, en train de le payer à Sartuné Ompé, en train de le payer à qui encore? Et après, ceux qui viennent pour la première fois d'entrer dans le nouveau bureau du CNPA, ils vont dire, mais on s'en fout de votre procès, on s'en fout des conséquences de droit de ce procès. Nous, pour la première fois, on peut ajouter à notre CV que nous sommes membres du bureau du CNPA. Mais que des journalistes se comportent comme ça, qui plus est les gens qui ont fini, peut-être qui ont passé l'étape de journaliste employé pour devenir patron de presse, je pense que c'est déplorable parce que ils ne le sentent peut-être pas, ils laissent voler le droit légitime, leur légitimité à critiquer les politiques qui ont pour apanage de célébrer les contrats sociaux parfois. Oui, Julien Kitty, il faut quand même dire que cette actualité-là ne va pas éclipser celle de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias, qui elle aussi est en train de faire ses ablutions pour aboutir elle aussi à l'AG élective, prévue pour le 27 le 27 août prochain. À ce niveau, on n'a pas encore connaissance d'une crise, on va dire, houleuse. Non, c'est aussi une crise de ce côté, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que l'UPMB est dirigé par un bureau composé de gens, en tout cas, je dis composé parce que si c'est la grande masse de ceux qui sont membres de l'UPMB, on devient membre de l'UPMB chaque fois qu'à la veille d'une assemblée générale, on peut payer sa cotisation. Après ça, rien. Je vous dis, c'est l'impression que j'ai. Ce n'est qu'une impression, Julien Kitty. Oui, mais je dis, c'est l'impression que j'ai. Yves-Patrick Loco. Oui, parce que je ne suis pas loin de cette perception. Non, les tests, oui. Je n'ai parfaitement rien contre les personnes de ceux qui dirigent. Actuellement, c'est une femme qui dirige le mandat finissant. Zakia Tlatondi, j'ai rien contre elle. Je la chahutais souvent quand elle voulait se faire élire. Je dis, mais tu es élu, je serai ton premier conseiller. Et toutes les fois qu'on s'est vu, c'est ce que je lui ai dit. Mais après, elle peut être d'accord avec moi quand je la vois parce que je lui dois la vérité qu'en termes de leadership, en termes d'imposition de l'image de l'UPMB pour le mandat, je ne sais pas si elle a eu des difficultés, ça pourrait être le cas. Ça ne s'est pas suffisamment imposé parce que par le passé, l'UPMB était plus incisif que même le CNPA. Le CNPA, c'était comme un patronat, donc des gens qui sont déjà dans des gestionnaires d'entreprises, ils sont dans leurs intérêts. Mais le syndicat, le vrai syndicat des journalistes, c'est l'UPMB. Maintenant, au-delà de ce problème qui n'est pas en train d'être réglé, qu'est-ce qui se passe?
les enjeux électoraux par rapport au renouvellement du mandat de ceux qui sont là, de la session, de ceux qui veulent donc faire l'alternance. Ça fait aussi que, ne serait-ce que pour trancher la question de qu'est-ce que les tests disent, comment il faut convoquer l'Assemblée générale, est-ce qu'il faut que tout le monde paye les cotisations, et c'est depuis quand on doit payer. Tantôt on dit on ne peut pas le faire. Il y a eu déjà 2 ou 3 fois convocation de l'Assemblée générale et 2 ou 3 fois convocation parallèle, contestation de la convocation après Assemblée générale extraordinaire, juste comme pour vérifier le quorum. Et après, ça veut dire qu'il y a quand même une crise qui ne dit pas son nom. Je ne sais pas si c'est la sécheresse financière ambiante que vivent ces associations qui fait que vous ne les entendez pas suffisamment. Hein. Sinon, je pense qu'au niveau de... Vous semblez, enfoncer une porte ouverte. Non, je peux vous dire, j'ai l'excuse encore, d'avoir traîné mes bottes dans cette profession. C'est la profession dont je suis le plus proche. Donc, par moment... Il y a des échos qui vous parviennent. Très bien. Donc, je pense que je veux bien. Je prie Dieu. Je vais à l'église pour demander à Jésus, à la mosquée, demander à Mahomet qu'ils agissent par leur puissance divine pour que la crise que je trouve larvée au niveau de l'UPMB n'atteigne pas. Mais vous posez là un vrai problème. Est-ce qu'à dire que l'UPMB devient carrément une association qui ignore tout des besoins de ses administrés? Bon, Yves Patrick Loko me semble-t-il, je ne sais pas, c'est vous qui me dites. Il est toujours membre de l'UPMB, membre actif. Membre de l'UPMB, comme moi aussi. Membre fondateur de l'UPMB. Actuellement, je suis membre du conseil consultatif de l'UPMB, cet organe qui contrôle quand même la gestion. Mais pourquoi l'union s'essouffle-t-elle? Est-ce que l'union s'essouffle? Je ne sais pas, mais vous l'avez rappelé, vendredi dernier, nous étions en assemblée générale extraordinaire où quand même la présidente qui gère encore les choses jusqu'au 4 septembre prochain, a eu à dire que son mandat a été caractérisé, Jules Léandre a semblé le dire, par la crise du Covid, par exemple, et aussi par cette sécheresse. Vous savez que depuis quelques années, l'État le jus ne coule plus de la RAC. L'aide de l'État à la presse le jus ne coule plus de la RAC. À quelques soucis. Mais je le disais tout à l'heure, qu'on devient membre de l'UPMB à la veille des élections ou de l'Assemblée générale élective en payant sa cotisation. Non, c'est pas du tout. C'est une assemblée générale qui entérine les nouvelles adhésions. Donc, on ne peut pas être membre à la veille d'une élection. Pourquoi le problème de cotisation annuelle se pose à la veille de l'élection? Justement parce que pour participer à une élection, il faut être honorable, c'est-à-dire qu'il faut avoir libéré ses cotisations annuelles. Et pour un mandat de 3 ans, les cotisations font généralement 36 000 francs. Mais pour que... Vous voyez un professionnel des médias digne du nom aujourd'hui, avec ce qu'il gagne, avec la morosité ambiante, payé 36 000. C'est 1 000 francs par mois. Ben oui. Mais c'est parce que on cumule. Et c'est tout le monde pratiquement. C'est là justement le problème. Et je crois que ce problème de cumul-là a sa source dans ce que les membres de l'UPMB ne se reconnaissent pas forcément dans cette union. Parce que si vous payez chaque mois... Là, vous posez le vrai problème. Si vous payez chaque mois votre cotisation annuelle et que comme le mandat finissant, pendant 3 ans, personne ne s'est rapproché de vous pour vous dire qu'il y a assemblée générale pour que le bureau, 1 an après, présente... Est-ce que vous ne posez pas mal le problème? Présente son... Présente son bilan et que vous n'avez pas de bilan. Et que vous constatez, je ne parle pas forcément de moi, mais vous êtes membre d'une union, vous payez vos cotisations, mais vous constatez qu'on ne vous consulte pas et que c'est les mêmes personnes que vous voyez peut-être dans un voyage représentant l'union dans un pays. C'est les mêmes personnes. Encore un voyage, il n'y a plus beaucoup. Voilà, c'est les mêmes personnes que vous voyez participer à un séminaire à Grand Popo aujourd'hui, la semaine prochaine, la
même personne est à Parakou, ou donc vous vous dites, mais pourquoi je dois payer alors la cotisation annuelle alors que je ne suis pas considéré comme cela se doit, alors que je ne suis pas consulté comme cela se doit, alors que je ne suis pas considéré comme membre à part entière. Donc le problème peut se poser là, mais ça ne doit pas nous faire oublier que quand on appartient à une association, il faut des devoirs par rapport à cette association-là. Et l'un des devoirs envers une association, c'est de libérer sa cotisation mensuelle. Alors, j'estimais que vous posiez un peu mal le problème, tout simplement parce que quand une association, vous la savez, assez dynamique, à faire des choses pour l'amélioration de vos conditions, je crois que c'est tout à fait normal, ce sera naturel de participer à la vie de cette association-là, oui, tout en payant ses cotisations. On dit la même chose. À un moment donné, est-ce que l'Union n'a pas sombré dans la désaffection de ces militants, de ces syndiqués? Peggy, on est en train de dire, disons clairement la même chose. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vous ai très bien suivi. Si vous êtes membre d'une association, vous payez régulièrement vos cotisations et qu'en retour, moi, j'ai juste pris le contre-pied de ce que vous dites. Je suppose un instant, vous êtes un bon membre d'une association, mais vous ne vous reconnaissez pas à travers les agissements, les actions. Est-ce que ça va vous amener à payer? C'est de la même chose. Est-ce que ça va vous amener à vous encourager à payer votre cotisation? C'est ça le problème. Mais il se fait malheureusement que pour participer à une assemblée générale, pour avoir une voix délibérative, il faut cotiser, et c'est pour ça que actuellement nous sommes vendredi aujourd'hui à 13h devait prendre fin vous savez la libération des cotisations, la fin du paiement des cotisations, mais quelques problèmes se sont posés et on a appris notamment qu'il y a eu intervention d'un huissier de justice. C'est dommage qu'on assiste à pourquoi cette situation. Huissier de justice pour faire quoi? Pour constater qu'à 13h exactement, puisque en assemblée générale vendredi dernier, certains ont proposé qu'on laisse les gens jusqu'à 20h, que ce soit jusqu'à 18h, mais unanimement, les participants à cette assemblée générale extraordinaire ont proposé que ce soit à 13h. Unanimement ou bien à majorité? Unanimement, sinon en majorité, ils ont unanimement ne veut pas dire majorité. On va pas, s'il vous plaît. On ne va pas faire ce petit débat. Voilà, faire ce petit débat autour des mots, mais l'Assemblée générale extraordinaire a décidé qu'aujourd'hui, vendredi à 13h. 19 août à 13h, prennent fin les inscriptions ou les paiements des cotisations, les 12 000 francs qui ont été retenus. Mais il se fait qu'après 13 heures, des membres ont constaté quand même que le paiement se poursuivait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu intervention d'un huissier de justice. Mais je crois que à l'heure où nous parlons, tout est déjà rentré dans l'ordre, parce qu'il ne faut pas ces choses-là. Les politiciens nous regardent, nous sommes les premiers à parler de leur... Vous êtes à leur image, puisque à force de la critiquer, à parler de ce qui ne va pas dans le monde politique. Donc il faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers. À force de la critiquer, vous commencez à reprendre tranquillement les habitudes. Et là, c'est un peu dommage. Julien Kitty, on va clôturer ce chapitre très rapidement. Tout à l'heure, vous étiez en train à votre corps défendant, en train de chercher à justifier, vous donner l'impression, à vous étonner. Bon, ça, je sais que ça fait partie des malices du journaliste qui veut tirer le verre du nez à ses invités, que de dire, bon, qu'est-ce qui prouve qu'il y a une crise et tout ça. Quand ça commence pas à faire appel à un huissier de justice pour faire des constats entre des gens qui ont tout au moins devraient faire montre d'un corporatisme agissant pour l'amélioration de leur situation, ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas. J'ai dit quelque chose. Les gens ne deviennent légitimement membres de l'UPMB qu'à la veille des
assemblées générales. Je ne suis pas d'accord. En cherchant à se mettre à jour vis-à-vis de... Oui, mais c'est des membres, c'est des membres déjà qui appartiennent à l'association, qui paient leur cotisation. Si on n'est pas membre, on ne paie pas sa cotisation avant une AG. C'est à partir de l'acceptation de votre adhésion que vous devenez membre à part entière. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous ne payez pas votre cotisation avant une AG élective. Donc, vous êtes en train de parler légalité là où je suis dans la légitimité. Après, quand je passe à la légalité, vous ne m'avez pas bien suivi. C'est une manière de parler, c'est une figure. Quand je dis que les gens deviennent, je dois ajouter peut-être véritablement, membres de l'UPMB, qu'à la veille des élections en payant leur cotisation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'étaient pas inscrits dans le fichier. Je ne vous avais pas compris. Ils avaient fait leur adhésion de forme. C'est-à-dire qu'ils deviennent membres actifs. Très bien. Faire une adhésion... j'ai fait des formalités. Il faut être un membre, je vous en prie, être un membre actif, légitime, c'est payer régulièrement ses cotisations. Oui, mais si vous payez régulièrement votre cotisation et vous constatez que on ne vous consulte pas, vous n'êtes pas considéré véritablement comme membre pour représenter l'association, c'est juste les membres du bureau ou peut-être leur copé dans et ces autres conditions, vous donnez de l'eau à mon moulin. Oui, je ne suis pas là pour défendre l'UPMB, le bureau de l'UPMB. Monsieur Loco, je vous dis quelque chose. Le mal est plus profond. Oui. Tous ceux qui, quand vous prenez 9 membres sur 10 qui se mettent à jour de leur cotisation à la veille des élections, c'est pour les élections. C'est parfois suscité par des gens qui ont envie de renouveler un mandat ou bien d'y accéder. Non, mais une cotisation, c'est un acte de souveraineté personnelle. Oui, je suis d'accord, mais attendez, vous êtes au Bénin. Je vous donne 30 secondes pour finir. Alors, est-ce que vous savez que tout au moins, le fait qu'on ait dit 36 000 francs en un an, c'est ça, hein? Non. En 3 ans. En 3 ans. En 3 ans. 12 000 ça fait 12 000 francs par an. Lorsqu'on vous dit de payer 1 000 francs par mois, ce n'est pas simplement par arithmétique pour dire qu'en un an, ça fait 12 000. Le fait, celui qui paye chaque mois 1 000 francs, et qu'au bout des 12 mois, il a payé régulièrement, et ça fait les 12 mois, il n'a pas l'association ne devrait pas le regarder de la même manière que celui qui attend 6 mois avant de payer 6 000 francs, et paye les 12 000 à la fin. Ou bien celui qui va payer les 12 000 à la fin. Tous, ils ont payé les 12 000. Mais celui qui a payé chaque mois, d'accord, il est un bon militant. Voilà. Alors, à côté de ça, est-ce que vous avez dit une association qui ne vous regarde pas, qui n'est prête à vous demander des cotisations? Est-ce que vous avez... pourquoi les responsables du bureau de l'UPMB ne parlent pas suffisamment des obligations qu'ils ont de rendre compte dans quelle périodicité? Pourquoi on ne parle pas souvent, on ne répète pas souvent les articles, les dispositions des tests qui parlent de ça? Pourquoi à la veille d'une élection, on ne permet pas à celui à qui on fait l'obligation de donner les cotisations pour se mettre à jour, pour avoir le droit de vote, de participation de vote à l'Assemblée générale, pourquoi on ne lui permet pas d'interpeller avant même l'Assemblée générale les responsables pour n'avoir pas fait régulièrement dans la reddition de comptes, pour n'avoir pas fait régulièrement dans la redevabilité, que vous-même, moi là, si je suis membre actif, je suis capable de faire enlever à un responsable, membre du bureau, le droit même de participer à l'Assemblée générale. Donc, c'est possible. Pousser à ce que on aille même à un vote de défiance pour que lui ne puisse même plus avoir le droit d'éligibilité alors qu'il est en fonction. Parce que c'est trop facile. Lorsque on dit, c'est comme, et j'en aurais fini, lorsque on parle de l'incivisme fiscal. Moi, j'ai interrogé, analysé les résultats d'une étude très intéressante que l'IREP du professeur Léonard Antiekom a réalisé, par exemple, sur les raisons pour lesquelles les citoyens n'aiment pas payer les impôts. Moi, j'ai une réponse. Mais les trois principales raisons qu'on a trouvées là, on a trouvé par exemple que dans les collectivités locales, là, vous avez le citoyen il ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent. Voilà. On n'a pas communiqué avec lui, il ne sait pas. Deuxième chose, il ne sait pas. Ça me rappelle, Jules Léon Kitty, mon cours de finances publiques. C'était en première année, je crois, à l'ENA, il y a quelques années,
où la dernière phrase de ce cours, c'est « Est-ce que c'est bon et normal que dans un pays où le vol, la concupission, voilà, le détournement de deniers publics sont le sport favori de l'élite qui nous dirige, est-ce qu'il est normal de payer sa cotisation ?» Donc, et le professeur a rappelé que ça peut faire l'objet d'une thèse. Oui, le citoyen qui a une boutique, la voie qui passe devant lui, qui n'est pas arrangée, il estime que son argent devait servir à ça. Ce n'est pas fait. Voilà. Il voit que le maire, le député, l'autorité circule dans des grosses caisses, vole, mais n'est pas inquiété. Donc, il se dit, si je donne mon argent, ça va servir à ça. Du coup, il a parfois l'argent, il a envie, mais il ne le fait pas. Donc, ça va, c'est la même chose avec nos... Ils vont faire l'Assemblée générale. Quand on finira de réélire le bureau des affaires... Ça fera dans 3 ans. Ça fera dans 3 ans. Merci beaucoup, Julien Kitty. Merci, Yves-Patrick Loco. Ce sujet-là, je comprends parfaitement que ça polarise les attentions, que ça aiguise c'est notre, les appétits. C'est notre maison commune. Marigot. Donc, il faudra on a souvent péché. Vous me permettrez de me gargariser là. Il faudra quand même qu'on inaugure d'autres défis qui soient beaucoup plus en adéquation avec parce qu'on n'a pas la corporation et l'épanouissement, l'épanouissement un peu des professionnels des médias qui franchement payent la rançon à je sais plus quel qualificatif donner. En tout cas, si pas bien, il faudra que l'UPMB, il faudra que le CNPA se tourne véritablement vers ce chantier-là qui est assez important. On va passer maintenant à de la politique pure, ce à quoi nous assistons depuis quelques jours, des partis politiques qui étaient censés se mettre ensemble, se fondre l'un dans l'autre pour faire la route ensemble, et on ne sait pour quelle raison l'un se désolidarise, se retire ou suspend sa participation. Bref, comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle de cette démission tous azimuts? On va pas faire ancrage sur seulement la démission de l'UDBN, mais beaucoup d'autres, puisque la CENI a commencé, ça fait quand même des années, Yves-Patrick Loco. Non, mais ça fait un peu froid dans le dos qu'on assiste à cette mise à mal du système partisan, de la réforme du système partisan, qui est l'un des chantiers phares du chef de l'État actuel, Patrice Talon, qui a voulu que les choses changent un peu, qu'on n'assiste plus comme par le passé à des partis politiques de quartier, de village, de maisons familiales où on monte ces organisations-là pour pouvoir faire entre griffes du chantage à ceux qui dirigent. On a voulu que le système partisan soit réformé, que les habitudes changent. Mais on a constaté que ces derniers temps, il y a des démissions tous azimuts qui s'observent. La dernière en date, c'est Karamato Fagbon qui quitte le bloc républicain pour aller au PRD. Le PRD qui est fini ça, qui est un futur ex-parti politique. Donc il ne sera plus parti politique dès le dimanche 21 août de 2022. Écoutez, ça m'a fait rire hier face à ces défections du bloc républicain. C'est un monsieur que j'ai écouté au niveau du kiosque, ce célèbre kiosque vers le CNHU, qui disait que c'est normal, Bioguera, est monté sur un cheval, donc il n'y a plus de place, donc il faut que les gens descendent du cheval. Quelle lecture! C'est la caricature qui m'a fait rire. Ah là là. Oui. Donc vous avez voulu qu'on ne fasse pas forcément, mais il faut qu'on parle un peu de cette descente également de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, pour dire que ça fait aussi entorse à cette réforme du système partisan, parce qu'on a dit quand vous entrez dans un parti, quand vous fusionnez avec un parti, vous acceptez d'être absorbé, vous perdez votre personnalité juridique. C'est vrai que depuis hier ou avant-hier,
des analyses de juristes, notamment et d'hommes politiques, fusent de toutes parts. Fusent de toutes parts. Et vous laisse véritablement tout noyer. Voilà. Pour certains, l'UDBN a toujours sa personnalité juridique. Pour d'autres, elle a perdu du moment où elle a accepté se fondre et de se faire avaler par le bloc républicain. Donc, il y a des avis qui s'opposent, qui certains divergent, se rejoignent. Donc, véritablement, on va attendre la suite des événements. Certains journaux ont écrit qu'on va assister à une bataille juridique en perspective. Donc, on attend les jours à venir pour véritablement savoir ce qui va se passer. Julien Kitty? Non, je pense qu'il faut se réjouir de quelque chose. Il faut se réjouir de quelque chose. Il ne faut pas voir simplement la réforme du système partisan comme un cours d'eau tranquille où il n'y aura aucune turbulence. Non. Il faut surtout prier pour que les turbulences soient faites d'étreintes positives, de passions intellectuelles et politiques qui permettent à des jeunes générations de savoir quel est le tableau que devrait nous offrir la réforme du système partisan à la fin pour qu'on s'en réjouisse comme étant une réforme qui permette au Bénin politique d'avancer. Mais Julien, il y a des actes, il y a des décisions qui font froid dans le dos. Non. Si on en arrive jusqu'à la suspension, alors que bon, il y a bien de voix qu'on aurait pu emprunter pour faire entendre et bien sûr sa cause et pourquoi pas régler le problème. Oui, je peux vous dire quelque chose. Quand même, la suspension, c'est un acte fort. Mais la réponse est dans votre question. Ouais. Il y a une sous-question dans votre question qui n'a pas encore trouvé de réponse. Vous dites qu'on aurait pu emprunter d'autres voies. Des voies de recours. Ok. D'autres voies de recours, ça suppose que quand ces voies de recours-là sont épuisées et qu'on n'a pas satisfaction, il faut avoir un problème de structuration mentale. Est-ce que l'UDBN a tenté, par exemple, de rencontrer le chef de l'État? C'est un exemple. Puisque je sais quand même que le chef de l'État entretient des rapports étroits avec ses partis politiques et surtout les partis de la mouvance présidentielle. Bon, alors, dites-moi que dans les rapports avec les partis politiques, il est établi officiellement que l'arbitre, c'est le chef de l'État. Aucunement. Ok. Donc, ça veut dire que on ne peut, nous sommes sur le terrain du droit également, et la question de qualité est primordiale en droit. Il faut agir qualité. Donc, si vous voulez poser un problème et qu'officiellement, ce n'est pas le chef de l'État qui doit venir régler ça, ne me demandez pas d'ériger le recours au chef de l'État comme l'une des voies qu'on doit au premier coup emprunter. Le chef de l'État, il est... C'est pas ce que j'ai dit. Non, à part le fait qu'il dirige le pays pour tout le monde, il est quand même, d'une manière ou d'une autre, le leader de la mouvance présidentielle. C'est autour de lui que ça se passe. Ce n'est pas que ça ne l'intéresse pas ce qui se passe. Mais c'est des adultes qui sont membres de ces partis et les dirigent. Ils se sont parlé entre eux. S'il y a eu des négociations pour en arriver donc à la signature de cet accord de mise ensemble entre le Bloc républicain et l'UDBN, ça veut dire que le chef de l'État sait que des adultes devraient discuter entre eux. Dites-moi, lorsqu'un accord est signé, un accord a des clauses. Et ces clauses sont à respecter. Alors, pour ce que je peux vous confirmer dans ce studio, c'est que 1000 relances, 1000 alertes, 1000 dénonciations, sans aller sur les réseaux sociaux, sans aller dans des lettres, des démarches administratives officielles à faire savoir au public, ont été faites. Alors, je vous donne deux exemples, deux clauses majeures de cet accord-là. Première, intégration des membres de l'UDBN dans les structures décentralisées du Bloc républicain, intégration des membres de l'UDBN dans la mise ensemble des organisations de masse. Vous me permettrez de rappeler aux auditeurs que vous intervenez là en tant que chroniqueur politique. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Cela suppose que c'est votre matière et que vous êtes allé, même dans le secret des dieux. Oui, et ça, même dans ma peau de chroniqueur politique, je suis censé tabler sur des éléments concrets qui sont sacrés. Et quand je les affirme à ce micro, ça doit pouvoir être vérifié pour qu'on continue de me suivre. Ce dont je vous parle, si j'ai eu la chance de par ma proximité donc avec ce groupe de comprendre ce qui se passe, je peux vous l'affirmer. Alors,
est-ce que dans le débat qui se fait aujourd'hui, vous avez entendu quelqu'un rappeler qu'il y a eu une décision signée du secrétaire général national du Bloc républicain qui a suspendu l'installation des nouvelles structures du Bloc républicain qui devraient voir l'intégration formelle des membres de l'UDBN dans ces structures décentralisées. Point qui fait partie des clauses de cet accord de mise ensemble. Personne n'en parle. D'accord? C'est suspendu. Et vous avez entendu le secrétaire administratif permanent du Bloc républicain dire ouvertement sur une radio que le processus suit son cours normalement, que les gens sont intégrés et que c'est le rythme qui dérange. Ça, je vous dis, c'est pas bon. Lorsque ça fait du mensonge, la politique ne peut pas être réduite à du mensonge ou à des dribbles. Maintenant, je vous dis quelque chose. Au niveau de l'UDBN, vous allez vérifier. Ces recours-là ont été épuisés. Il y a eu, l'UDBN a été la première partie, ou le premier parti, les deux sont valables, a installé ce qu'on appelle un comité de suivi. Donc ceux qui sont allés dans les négociations pour le compte de l'UDBN, dès que c'est fini, ça a été mué en comité de suivi renforcé. Après, il y a eu un comité de suivi mixte installé par note de service, par le secrétaire général national du Bloc républicain, où il y a 5 personnes de l'UDBN, 5 personnes du Bloc républicain. Ce comité de suivi devrait veiller à ce que les clauses de l'accord soient strictement respectées. Allez rechercher le communiqué conjoint des deux partis politiques, lu le 16 octobre 2021 par l'honorable Yawedeu, porte-parole du Bloc républicain, le jour où l'accord a été formellement signé. Mais ce communiqué dit que les deux partis s'engagent au respect strict des clauses dans l'intérêt des militants à la base. Lorsque les militants de l'UDBN, sur le terrain, se sentent marginalisés, se sentent négligés, ne sont pas formellement intégrés, et ils sont dans les communes, dans les arrondissements. Vous savez, la politique, c'est la base. Dans les arrondissements, dans les villages, ils sont là et il y a des activités du Bloc républicain. Et ce sont d'autres personnes qui les appellent pour dire, mais votre parti fait des activités, ils sont surpris. Et lorsqu'ils abordent les coordonnateurs du Bloc républicain, pour la plupart des cas, parce qu'il y a des cas où ça a été plus flexible, il y a des cas où vous avez des gens qui n'ont pas été nargués. Mais lorsque vous êtes à 10%, 5%, 10% d'application des clauses d'un accord au bout de 10 mois bien fermés, mais si vous ne faites pas la suspension, si vous ne mettez pas le pied sur le frein, alors que vous avez relancé plusieurs fois vos partenaires sans satisfaction, vous n'êtes plus normal. Le problème, ce n'est avant d'être une question juridique, mais c'est malin de vouloir amener ça sur le terrain juridique d'abord. Encore que là, ils n'ont pas raison. Parce que je peux vous dire également que les premiers a dit qu'il ne sera pas question de fusion. Donc, impossibilité, interdiction pour eux de parler de fusion, absorption aujourd'hui. Ce sont les leaders du Bloc républicain. Mais c'est pas ce que dit le communiqué du Bloc républicain. Oui, mais maintenant, je vous dis, dans un micro, ça passe sur une chaîne de radio, donc écoutez par des milliers et des milliers de personnes. Je vous dis que les leaders, aucun leader du Bloc républicain, moi je ne peux l'avoir en face de moi, qui puisse me dire que les leaders du Bloc républicain n'ont pas dit aux responsables, aux négociateurs UDBN, qu'il ne sera pas question de fusion entre le Bloc républicain et l'UDBN. Parce que, disent-ils, je l'affirme encore, on parle français facile, que les tests du Bloc républicain ne le tolèrent pas. Mais par quelle alchimie alors vous êtes mis ensemble? Alors, donc un accord de mise ensemble a été signé qui fait l'entente entre les deux partis politiques pour utiliser le véhicule qu'on appelle Bloc républicain. Et alors, ça devient un processus. Le processus, c'est que c'est un peu comme Bloc républicain, nouvelle formule, et c'est quand les clauses de l'accord sont mises en application et le groupe devient un ensemble homogène, que vous verrez l'UDBN enclencher un processus au niveau du ministère de l'Intérieur pour dire, à cette étape, nous sommes devenus un, et on va évaluer et constater que l'accord est appliqué, et l'UDBN pourra envisager la disparition juridique avec son identité. Mais c'est complètement fou de voir des gens qui possèdent encore leur jugeote estimer que il suffit de signer un accord,
il ne faut pas chercher à ce que ce soit appliqué. Il faut consacrer que vous n'existez plus. Et donc, vous vivez ça. Et on vous dit, c'est ça la réforme du système partisan. Je ne crois pas que Patrice Talon ait voulu de cette réforme du système partisan où à l'intérieur, il n'y a pas une démocratie. Où à l'intérieur, il n'y a pas la prise en compte des intérêts des groupes qui se sont mis ensemble. Où à l'intérieur, on ne parle pas idéologie. Où à l'intérieur, on ne parle pas discours politique. Parce que... Que prévoyez-vous à travers cette suspension? Non, ça, ce sera la dernière question. Le mot suspension signifie quoi, cher ami? Je suis dans un studio avec des gens qui ont grandi plusieurs fois en âge, en niveau intellectuel. Suspension, ça veut dire que, comme dans un mariage, d'accord, entre un homme et une femme, dès que les clauses ne sont pas respectées et que la femme peut-être estime que si elle continue de subir sans marquer une pause, elle va faire AVC et mourir, elle fait la séparation de corps. Suspension, ça veut dire que nous, jusqu'à nouvel ordre, nous disons, nous ne faisons plus rien ensemble pour donner l'impression à l'opinion que nous sommes dans un mariage heureux. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et j'en aurais fini. Dès que le comité de suivi au niveau de l'UDBN lance des alertes, dénonce, et il y a des messages, si on vous les montre, vous allez voir combien de fois ça a été acerbe. Mais dès qu'il y a la menace de claquer la porte, cette menace-là, on ne peut pas compter le nombre de fois. Hein. Je vous dis des choses que je peux répéter devant quiconque est proche de cette affaire. Dès qu'il y a cette menace-là, vous savez ce qui se fait? Une réunion est convoquée rapidement par les responsables du bloc républicain. De crise. Et vous voyez, et quel est le langage qui est tenu? Ah non, ce n'est pas l'intention qui est derrière la tête. Non, ça va se régler. Vous êtes toujours important. Vous êtes les plus importants du groupe pour nous. Vous êtes importants. Et quand vous quittez cette réunion-là, ce qui doit être appliqué, vous pouvez vous retrouver 2 mois après sans que un pas n'ait été fait. Je parle de choses que je peux répéter. Alors, quand on fait comme ça, c'est du dilatoire. C'est une guerre d'usure pour vous conduire à la porte du non-retour. Et comme vous pouvez emprisonner quelqu'un physiquement, mais vous ne pouvez pas emprisonner son esprit. Mais les leaders du bloc républicain ne peuvent pas obliger les leaders et les militants de l'UDBN de refuser de réfléchir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dépasser les leaders de l'UDBN qui essayaient d'étouffer, de calmer, de contenir la colère des militants UDBN, demandent rapport au coordonnateur de l'UDBN. Donc ceux qui sont sur le terrain, qui peuvent dire, voilà comment nous vivons la mise en œuvre de cet accord. Ces rapports-là, analysés, à plus de 90% disent, nous sommes marginalisés, nous sommes nargués. On nous dit, vous êtes seuls, disparus dans l'eau. Vous n'aurez rien. Vous, là, on a fini de vous avaler, on avance. D'accord. Alors, lorsque c'est comme ça, un leader qui veut continuer d'être leader, c'est quoi? Il écoute la base, il met le pied sur le frein. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et lorsqu'on a fait ça, on vous a adressé cette lettre-là formellement. Vous pensez que c'est correct de la part des leaders du bloc républicain de descendre dans la rue et de commencer par diaboliser les gens? Et le secrétaire administratif permanent, patron de l'administration du bloc républicain, qui devrait donc être au fait de ces choses-là, oublie qu'il y a une décision signée du secrétaire général national de l'UDBN, d'accord? Je dis de l'UDBN, du bloc républicain. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui est encore vivant, une note signée de lui, a suspendu le processus que M. Dossoumu dit être en cours. Je ne sais pas s'il y a un autre nom pour appeler ça que le mensonge. Si c'est ça, la réforme du système partisan, je pense que les auditeurs peuvent savoir qui est-ce qui sont en train de commettre des crimes contre la réforme du système partisan. Et il faut féliciter les responsables de l'UDBN et les militants de l'UDBN d'avoir respecté leur nom de famille et d'avoir refusé de réfléchir. Merci, Julien Kiti. Je ne sais pas si Yves-Patrick Loko a un mot à ajouter, mais ce sera vraiment un le mot parce que on est totalement à la fin de cette émission. C'est de réfléchir, par exemple, à la nouvelle destination de l'UDBN, puisque désormais, est-ce qu'elle va revenir sur sa décision? Puisque désormais, on a appris qu'il y a un communiqué de l'Union progressiste qui ne veut pas accepter des opportunistes dans ses rangs. Est-ce que l'UDBN est opportuniste? Je ne saurais le dire. Grosse question donc que les jours prochains se chargeront
de solutionner. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Point 7 de ce jour, c'est fini. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Diaspora FM 102.3.